Congolais, chers compatriotes, bonjour. Grande notre joie de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Suivre notre émission Vent nouveau en RDC. C'est une émission au cours de laquelle nous aurons à faire des échanges sur l'actualité. Amener un nouveau vent pour notre pays, comme les Lingala disent, Mopepe Asika. Alors, je ne suis pas seul, j'ai deux invités avec lesquels nous allons partager, faire des échanges et vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à l'actualité. À mon côté gauche, j'ai un homme de Dieu, lui c'est l'apôtre, je lui donne la parole, comme ça il va se présenter lui-même. Bonjour apôtre. Bonjour chers frères, merci chers compatriotes, comme on vous l'a dit, moi je suis un homme de Dieu, je m'appelle Gerclade Caleb Elelikia, je suis apôtre prophète d'une église de la place. Merci. Merci bien apôtre. Et à l'extrême gauche, nous avons un avocat, il va se présenter. Bonjour maître. Bonjour mon frère, compatriote, moi c'est maître Victor Moulumba, je suis avocat. Ok, merci bien. C'est comme vous voyez le décor, vent nouveau en RDC. Et moi-même d'abord à la présentation, je m'appelle Pierre. Je vais commencer avec l'apôtre. Apôtre, parlez-nous un peu, vent nouveau en RDC. L'inspiration, ça vient d'où? C'est biblique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent retenir? Vent nouveau en RDC. Merci bien, apôtre. Merci, chers frères. Oui, nous sommes bien sûr porteurs d'une bonne nouvelle, un message, bien sûr, de veille, un message d'un nouvel envol, un message, bien sûr, qui va booster la conscience de tout Congolais à sa responsabilité. Alors, parler de vent nouveau en RDC, pour moi, c'est une question de fierté. D'abord, vent nouveau en RDC, c'est comme vous l'entendez, quand les vents soufflent, bien sûr, c'est tout le monde qui doit les sentir. Bien sûr, c'est pour vous dire que c'est un mouvement qui doit bouger tout, un mouvement qui doit atteindre tout le monde, un mouvement qui doit souffler sur l'oreille de tout le monde. Alors, nous vous invitons, peuple congolais, ça c'est votre mouvement, et soyez-en très fiers d'adhérer parce que nous avons des objectifs très précis. Je peux vous les donner en pêle-mêle. Le vent nouveau poursuit des objectifs qui suivent. Un, nous voulons lutter pour l'éveil de la conscience, disons, l'éveil patriotique de la conscience de l'homme congolais, pour que l'homme congolais ne dorme plus, parce que c'est à cause du sommeil, bien sûr, que nous sommes en train, le matin tu te réveilles, il y a un article qui t'annonce que voilà, telle part il y a ceci ou cela, et vous voyez des crises qui sont en train de battre le record dans notre territoire national. Et de deux, nous n'allons pas seulement viser l'éveil patriotique de l'homme congolais, nous luttons aussi pour la transformation de cet homme congolais. Bien sûr, la transformation, nous visons les civismes, l'éducation, disons, politique, bien sûr, de l'homme congolais, c'est-à-dire lui donner du civisme, la bonne moralité, pour que l'homme congolais se comporte vraiment comme un vrai citoyen. Alors, pas seulement ça, nous visons aussi à influencer l'homme congolais, bien sûr, à la gestion de la chose publique. Alors, il y a beaucoup de choses que nous aurons à développer au courant de nos émissions prochaines. Et sur cette première sortie, je me limite sur ces trois objectifs. Et merci pour cette parole que vous nous accordez. C'est moi plutôt qui vous remercie, apôtre, parce que vous avez bien détaillé les choses. D'ailleurs, je vous signale en passant que c'est l'apôtre qui est le visionnaire, si je peux dire ainsi, de ce mouvement. Et apôtre, peut-être une question que vous aurez à me répondre à la fin. Ouais. Qui peut adhérer à ce mouvement? Ça reste entre guillemets, on pourra en parler à la fin. Merci. Mais j'aurais souhaité quand même que Maître aussi, puisqu'il fait partie de ce mouvement, qu'il puisse aussi nous parler. Maître,
Pourquoi un vent nouveau? Y avait-il eu un vent ancien ou c'est comment? Qu'est-ce que vous pensez faire? Merci beaucoup de la question, chers compatriotes. Tel que les visionnaires venaient de vous expliquer quelques objectifs parmi tant d'autres de ces mouvements vent nouveau en RDC. Ça veut dire qu'il y a un vent. Lorsqu'un vent souffle, ça doit toucher même les toitures. Ça doit toucher la maison. Ça doit toucher tout le monde. Là où il n'y a pas le vent, il n'y a pas de mouvement. Dans les cas d'espèce, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de vent nouveau en RDC, c'est-à-dire il y a des nouvelles visions qui se sont annoncées en RDC. Et ces visions-là doivent être concrétisées par l'intelligence de l'homme congolais. Parce que sans l'intelligence de l'homme congolais, on ne peut rien faire. Donc, je pense qu'il a tout dit. Dans des émissions prochaines, nous aurons à développer, vu l'emploi du temps qui nous est imparti. C'est pour cela que nous vous donnons juste ce qu'on appelle par les Anglais le briefing. Ce qu'on vient de vous donner, c'est un appétit, mais il y aura beaucoup de choses en ce qui concerne le mouvement Vent Nouveau en RDC. Très bien, merci bien, maître, pour ces explications. Donc, Vent Nouveau, c'est juste aussi une nouvelle façon d'appréhender les choses, de concevoir les choses, de concevoir notre pays, d'envisager le développement de notre pays, pas revenir toujours sur les mêmes choses, peut-être qu'ils sont en train d'échouer. Donc, une nouvelle manière de voir les choses, d'analyser les faits. Alors, nous aurons à chaque émission un thème à débattre. Et pour ce jour-ci, le thème sur lequel nous allons nous apaisantir, c'est la séparation de pouvoir en RDC. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif ainsi que le pouvoir exécutif. Et ceci, c'est en rapport avec l'incident qui a eu lieu hier. Les parlementaires devaient se réunir à Kinshasa pour voter le vice-président qui devait remplacer l'ancien vice-président qui a été déchu. Mais soudain, il y avait la police qui a encerclé l'Assemblée nationale et ils ne pouvaient pas y accéder. La première question que j'ai à vous poser, maître, pourriez-vous d'abord nous parler, expliquer ici de la séparation de pouvoir? Merci beaucoup. Merci de la question. D'une manière un peu brève, on les appelle les pouvoirs traditionnels. Okay. Et parmi ces pouvoirs traditionnels, ils sont au nombre de 4. Nous avons les pouvoirs législatifs, nous avons les pouvoirs judiciaires, nous avons les pouvoirs exécutifs et il y a aussi le 4e pouvoir qu'on appelle le média. Les médias constituent le 4e pouvoir. Oui. Si vous me permettez que je puisse les aborder, je suis prêt à pouvoir les aborder. Par rapport au temps, parce que nous ne voulons pas vraiment nous écarter de notre sujet du jour, nous voulons plus nous appesantir par rapport à l'incident d'hier. Les gens se posent des questions. Est-ce que la police pouvait-elle encercler l'Assemblée nationale? Pouvait-elle empêcher les élus du peuple de siéger sur une matière que eux-mêmes ont eu à voter sur une plénière passée? Et alors, on nous parle de la décision qui venait du Conseil d'État. Est-ce qu'il y avait-il eu pas interférence? Maître, pouvez-vous d'abord nous parler du Conseil d'État? Est-ce que c'est le Conseil d'État qui a influencé, qui a empêché la tenue de la plénière d'hier? Et si tel est le cas, pouvez-vous d'abord nous parler d'abord du Conseil d'État? Qu'est-ce que le Conseil d'État? Merci de la question. Le Conseil d'État fait partie d'une haute juridiction du pays. Vous allez vous rappeler, dans le passé, on avait, dans l'ordonnancement judiciaire congolais, nous avions la Cour suprême de justice. Oui. C'est cette Cour suprême de justice, aujourd'hui, qui a éclaté en 3 hautes juridictions du pays. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a le Conseil d'État, et il y a la Cour de cassation. Avec ces 3 hautes juridictions du pays, aujourd'hui, la question que vous venez de me poser concerne spécifiquement le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une juridiction administrative du pays. Donc, son champ de travail s'étend sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas dire que le Conseil d'État se limite uniquement au niveau de la ville-province de Kinshasa. Non, c'est une autre juridiction du pays qui s'étend pour son champ d'activité sur l'ensemble du territoire national. Et en tant que ceci, vous allez vous rappeler
que l'ancien vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale avait été déchu de sa fonction, mais il demeure bien entendu député. Et étant congolais, il ne pouvait pas croiser les bras. Il a saisi des juridictions différentes. La première juridiction, il a saisi la Cour constitutionnelle. Il a aussi saisi le Conseil d'État. Mais en saisissant le Conseil d'État, il n'a pas saisi le Conseil d'État pour statuer quant au fond de la cause. Par contre, il a saisi le Conseil d'État sur le plan de la forme. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de construire quelque part en conflit avec votre voisin qui construit aussi sur le même terrain. Vous pouvez saisir le juge, vous lui demandez, Monsieur le Président, j'aimerais que vous puissiez tout d'abord vous prononcer sur les mesures conservatoires afin qu'il y ait cessation des travaux sur le terrain. C'est comme ça que, sur le plan administratif, Kabounda a saisi le Conseil d'État afin de voir ce Conseil d'État prendre une mesure provisoire afin qu'on puisse cesser les calendriers qui étaient déjà, vous avez compris qu'il y avait un calendrier qui était déjà donné à tous les députés nationaux afin de pouvoir venir siéger à l'Assemblée nationale en date du 11 juin 2020. Et effectivement, lorsqu'ils sont venus, ils ne pouvaient pas venir. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État s'était déjà prononcé. Quand ils se sont prononcés, c'était pour qu'ils suspendent provisoirement leur accélération des choses en entendant que la Cour constitutionnelle qui est saisie pour violation des procédures de vote en déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale puisse se prononcer. C'est sur base maintenant de cette décision que j'appelle moi une ordonnance qui était prononcée, qu'on a saisi, bien entendu, le président de l'Assemblée nationale en la personne de madame la présidente Janine Mabunda. Quand on l'a saisi, c'est pour interdire provisoirement, on n'a pas dit définitivement, pour qu'il n'y ait pas élection du nouveau vice-président de l'Assemblée nationale. Il devrait que s'il soit, ayant déjà reçu cette décision de la haute juridiction du pays, communément appelée Conseil d'État, il devrait que sursoir. Malheureusement, au même moment qu'on va la notifier de la décision de la haute cour ou haute juridiction du pays, elle aussi va lancer, c'était le jeudi, si j'ai une bonne mémoire, c'était le 10 juin 2020, il y aura un communiqué officiel qui va sortir rappelant à tous les élus nationaux de pouvoir venir les 11 pour voter le nouveau président, les nouveaux vice-présidents de l'Assemblée nationale. Mais maître, là, sans toutefois vous interrompre, mais est-ce que ça ne s'est pas fait par rapport aussi à leur calendrier? Parce que le 15, c'est la fin de la session parlementaire. Bien entendu, ils étaient dans leur calendrier de la session parlementaire. On ne refuse pas. Mais il y a eu un événement extérieur qui empêche à ce que vous ne puissiez pas continuer avec votre propre calendrier. C'est quel événement? C'est la décision du Conseil d'État qui vous dit de s'asseoir momentanément en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Oui, mais à ce niveau-là, ne trouvez-vous pas que maintenant, c'est d'ailleurs ce qu'a clamé Madame la Présidente, elle dit, mais nous ne sommes pas dans une république des juges. Ça veut dire quoi? Le pouvoir judiciaire commence à prendre les dessus sur les deux autres pouvoirs. Non, le pouvoir judiciaire ne prend pas les dessus sur les autres pouvoirs parce que tous ces trois pouvoirs, et le quatrième, c'est les médias, travaillent indépendamment de l'autre pouvoir. Mais si tel était le cas, alors on pouvait laisser les élus du peuple siéger jusqu'à la fin. Non, dans le cas d'espèce, je vous renvoie à l'article 151, alinéa 2e de la Constitution, qui dit quoi? Avec votre autorisation, l'article 151 de la Constitution, alinéa 2e, dit ceci. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différents juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Je m'attelle plus sur le dernier paragraphe qui vous dit ni s'opposer à son exécution. Ici, on a déjà notifié à l'Assemblée nationale de ne pas statuer à l'élection du nouveau président
vice-premier président de l'Assemblée nationale en entendant la décision de la Cour constitutionnelle. Mais vous allez comprendre que et s'oppose à la décision de la justice et il convoque les élus nationaux pour statuer à l'élection du nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale. Là, la justice, et surtout qu'en matière pénale, comme vous le savez, c'est le ministère public qui exécute les décisions judiciaires. C'est pour cela que vous allez constater que le procureur général, près le Conseil d'État, a saisi la police par une réquisition à la force publique pour que la police lui prête main forte à ce que les élus nationaux ne puissent pas statuer à l'élection du nouveau président de la République. Parce que s'ils statuaient, c'est violer la décision du Conseil d'État qui a demandé qu'on puisse surseoir en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce par la question lui soumise par l'ancien président, premier vice-président de l'Assemblée nationale qui était déchu. Mais merci bien, maître, mais il y a certaines questions que certains de nos compatriotes se posent. Parce que nous tous, on a suivi les élus du peuple. Quand ils réagissaient, ils étaient à l'extérieur, ils ne pouvaient plus accéder dans la salle. Mais il y a certains élus du peuple qui ont parlé de l'inviolabilité de l'Assemblée nationale. Mais la présence policière là-bas, et ce sont des élus du peuple, porteurs de la voix des citoyens congolais, mais on leur empêche d'exercer. Est-ce que l'ordre du jour, il n'y avait que l'élection? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres matières à traiter? Et en encerclant l'Assemblée nationale, il y a le Sénat qui est aussi là-bas, notamment le président du Sénat qui a ses bureaux là-bas. On l'a empêché aussi d'accéder. Ne trouvez-vous pas que ça, c'est un peu marcher sur les droits des autres? Oui, merci de la question. Il n'y a pas eu inviolabilité du bâtiment de l'Assemblée nationale. Dans quel sens? Oui. On parle de l'inviolabilité. Je vous donne un exemple vulgaire pour mieux comprendre. Il y a quelqu'un qui est poursuivi pour une telle ou telle infraction, mais qui va prendre refuge au sein de l'Assemblée nationale. Mais vous qui les pourchassez, vous ne pouvez pas entrer là-bas, les récupérer, sortir avec l'infracteur ou le présumé infracteur. Là, ça constituerait l'inviolabilité du bâtiment de l'Assemblée nationale. Dans les cas d'espèce, l'Assemblée nationale a été saisie d'une décision du Conseil d'État de ne pas statuer. Et ces jours-là, l'ordre du jour, c'était que ils doivent procéder à l'élection du nouveau vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous avez posé une question en ce qui concerne même le Sénat. Il faut mettre en tête que les Sénats ou les bureaux du Sénat sont logés au même bâtiment que l'Assemblée nationale. Dès lors que il est interdit qu'on accède à ces bâtiments-là d'office. Même vous qui venez, vous êtes locataire, vous venez pour entrer dans la maison du bailleur et que la maison du bailleur est déjà scellée. Vous ne pouvez pas y accéder. Pourquoi? Parce que la même mesure-là ne concerne pas le Sénat. Mais voilà que le Sénat est logé à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, ipso facto, ils ont été concernés pour ne pas avoir l'accès. Parce que si on leur accordait l'accès, automatiquement les élus nationaux, les députés, pouvaient profiter de cette entrée pour aller siéger à l'élection du nouveau président, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une situation qui met un peu mal à l'aise, hein, le peuple congolais. Non, les peuples congolais doivent savoir qu'ils doivent être apaisés. Il est vrai que nous devons exécuter. Ça crée une sorte de cacophonie. Non, il n'y a pas une sorte de cacophonie parce que les décisions judiciaires sont rendues au nom du peuple congolais. Et les élus du peuple, ils parlent aussi au nom du peuple. Ce sont eux que nous appelons les législateurs. Ce sont eux qui nous ont donné toutes ces lois. Et quand les pouvoirs judiciaires prononcent des décisions et les élus du peuple ne peuvent pas aller à l'encontre des décisions de cours et tribunaux, ils doivent les respecter parce que c'est au sommet de l'État. Même le président de la République, qu'il soit président, il est obligé de respecter toute décision judiciaire. Donc c'est pour vous dire que et les députés nationaux, et les sénateurs, et les députés provinciaux, tous nous sommes soumis à l'autorité. Et les magistrats lui-même qui prononcent la même décision, tous nous sommes obligés à l'autorité de la loi. Et la loi, vous connaissez, il y a la constitution, il y a d'autres lois du pays, et nous sommes obligés, conformément à cette constitution qui est la matrice de l'État, à pouvoir s'y atteler, à pouvoir la respecter. Donc,
à mon humble avis, avec mon analyse, il n'y avait pas violation du bâtiment de l'Assemblée nationale. Et à votre humble avis, le Conseil d'État avait le pouvoir d'interdire ou d'empêcher l'élection du premier vice-président? Oui, c'est sur le plan de la forme. Effectivement, le Conseil d'État saisit l'Assemblée nationale à travers sa présidente pour surseoir. Et jusque-là, donc, si on peut bien comprendre, pour éclairer un peu la lanterne, c'est que la Cour constitutionnelle n'a pas encore donné son avis. Jusqu'à preuve du contraire, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. Il faut qu'on entende la décision de la Cour constitutionnelle, soit en réhabilitant celui qui l'avait saisi, soit en cassant ou en réhabilitant la décision de l'Assemblée nationale. Nous attendons jusque-là la décision de la Cour constitutionnelle. Merci bien, maître, pour ces explications. Je pense que le peuple congolais, les amoureux de la RDC qui nous ont suivis, ils ont compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser parce que ça va passer sur notre chaîne YouTube. Ça se passera aussi sur Facebook. Dans les réseaux sociaux, vous pouvez poser des questions. Et cela ne nous empêchera pas de faire revenir maître pour qu'il puisse encore nous expliquer davantage. Et j'avais encore une autre question. Cette fois-là, j'adresse ça à l'apôtre. Apôtre. Oui. La politique, l'homme de Dieu. L'actualité du pays et l'homme de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu peut parler de la politique? Parce que maintenant, là, on voit plus les pasteurs. Ils sont au Sénat, ils sont dans la politique, ils sont dans des partis politiques. Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il faire la politique? Ça, c'est une question que j'ai rencontrée. Je me suis dit, bon, je vais parler avec l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, un pasteur, apôtre, évêque, bishop, archibishop, peut-il aussi être député, président de la République? Est-ce qu'il peut faire la politique? Est-ce que ça marche vraiment de pair? C'est un peu ça ma question que j'avais à vous poser à l'intention de ces compatriotes qui se posent aussi la même question. Oui, cher frère, je suis vraiment content et flatté par cette question-là. Oui, je peux aller un peu vite parce que notre temps nous est compté. Oui, un homme de Dieu pourra-t-il s'intéresser à la politique ou faire la politique? Vous avez parlé de quelques serviteurs de Dieu qui sont déjà en train de le faire, et par ces faits-là, plusieurs personnes sont en train de se poser des questions. Pourquoi l'homme de Dieu pourra-t-il laisser l'église pour aller faire la politique? Oui, si nous avons compris d'abord les mots politiques dès son départ, nous n'allons pas vite confondre les choses. La politique, les mots politique vient du grec, politique qui veut dire police, ikios. Et d'abord, police, ça veut dire cité, la ville, quoi. Okay. Ikios qui veut dire aussi les affaires de la cité ou des citoyens, vous voyez. Et puis, de par l'origine de ces mots politiques, nous allons comprendre que ça intéresse, c'est une affaire des citoyens, une affaire de la ville. Est-ce qu'un homme de Dieu, un pasteur, il est citoyen? Est-ce qu'il est bien sûr aussi habitant, disons, de la ville? Il fait partie de la ville. Oui, et si il fait partie de la ville, directement ou d'une manière directe ou indirecte, il sera toujours impliqué dans les affaires de la ville où il est appelé, disons, à habiter, n'est-ce pas? Alors, si les gens qui comprennent mal les mots politiques arrivaient d'abord à comprendre l'origine de ces mots politiques, ils vont pas confondre les choses. Ils peuvent pas barrer la route à l'homme de Dieu, d'apporter son savoir-faire, son expertise aux affaires de citoyens, n'est-ce pas? Parce que quand on parle des affaires des citoyens, nous voyons ce qui est paix, nous voyons ce qui concourt plutôt à la paix, nous voyons les activités, le bien-être, la bonne gestion. Il y a plusieurs choses qui font trait aux affaires de la cité ou des citoyens. Alors, si cela était le cas, comment l'homme de Dieu, qui est le porteur du message de la paix, du message du salut,
du message de la transformation de l'homme, n'est-ce pas? Selon Paul à Timothée, n'est-ce pas? Il a dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, afin que l'homme soit transformé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, soit habile plutôt pour les bonnes œuvres. Alors, quand vous suivez cela, dans les bonnes œuvres, il y a le développement du pays. Dans les bonnes œuvres, il y a le développement du pays. Non à la corruption. Non à la corruption, voilà. Toutes ces choses-là qui font qui font les valeurs même de l'homme, voilà. Alors, si cela est le cas, comment on peut barrer route à l'homme de Dieu, qui doit bien sûr amener son expertise, sur le plan spirituel pour transformer la mentalité de l'homme, pour lui transmettre le bien-être, parce que la Bible n'est pas vraiment opposant, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là dont nous venons d'énumérer. Vous voyez. Et même la Bible, quand vous lisez Hébreux chapitre 12, le verset 14e, la Bible dit, bien-aimés, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit rechercher la paix avec tous. On va rechercher la paix comment? Si la politique est là pour la paix, si la politique est là pour le développement, si la politique est là pour la transformation de l'homme, pourquoi l'homme de Dieu, qui est bien sûr, n'est-ce pas, qui est appelé à accompagner ces choses que nous venons d'énumérer, vraiment ne pourra-t-il pas faire partie de la politique ou des politiques? Alors moi là, je vous réponds que c'est là qui parle que l'homme de Dieu ne peut pas s'intéresser à la politique, ni faire la politique. Ils n'ont pas compris les choses de Dieu, ils n'ont pas compris la Bible. Vous savez, il faut pas confondre, pour ne pas vraiment prendre tous les temps, j'aimerais m'arrêter par là, il faut pas confondre le Fils de Dieu et l'homme de Dieu. Okay. Le Fils de Dieu, parlant par là, du Fils de Dieu, nous voyons Jésus-Christ, qui incarne lui-même Dieu. Il est en même temps Fils et en même temps Dieu. Je pense que les chrétiens... En même temps Père. En même temps Père, en même temps Saint-Esprit. Les chrétiens ne pourront pas me contredire là-bas. Alors, si vous prenez le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui avait déjà son royaume céleste, n'est-ce pas? Quand il est venu sur la terre, quand vous allez voir en Jean 5, vous allez voir que on est venu solliciter, disons, plutôt, qu'est-ce que je dis? Pilate, n'est-ce pas? Pilate, il dit, pour ne pas vraiment me perdre, il faut que je lise ces versets-là. Je l'avais... C'est dans le même ordre d'idée que beaucoup de chrétiens disent, hein? Oui. Voilà, Jésus-Christ, on lui avait proposé d'être le roi des Juifs, on lui demandait c'est toi qui es venu libérer, tout ça. Mais il disait quoi? Non, moi, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est là. Alors, c'est Jean chapitre 18, verset 36. Pour ne pas faire la lecture, mon frère m'a aidé, n'est-ce pas? C'est Jean chapitre 18, verset 36. Il m'a aidé en citant ce que j'allais dire. Alors, Jésus-Christ, qui était en même temps Fils de Dieu et qui incarnait même la divinité, qui était Dieu, autrement parlant, il est venu sur la terre, n'est-ce pas? Et quand il s'est trouvé devant Pilate, Pilate lui dit, non, mais on t'amène par tes frères devant moi. Moi, je ne suis pas juif pour que je puisse te juger. Tes frères t'amènent. Moi, je ne suis pas de ta nation. Alors, quand Jésus a appris qu'on lui attribuerait déjà une nation, Jésus a refusé. Il a dit, non, moi, je ne suis pas de cette nation. Moi, je ne suis pas d'ici. Mon royaume n'est pas terrestre de ce monde. Mon royaume est céleste. Oui. Voyez. Et quand vous allez encore retourner en arrière, vous verrez que les mêmes juifs là, en voyant le bienfait de Jésus, quand il faisait de miracles, il multipliait la nourriture, là, après avoir nourri des gens, on les cherchait pour lui faire roi. Et lorsqu'il a appris qu'on était en train de les chercher pour lui faire roi, il a fui. Pourquoi? Parce que son royaume n'était pas ici, il était déjà roi. Oui. Il était déjà roi. On dit le roi des rois. Le roi des rois. Et sur ce point-là, véritable faiseur des rois. Bien sûr. Et un homme de Dieu, étant homme de Dieu, il fait partie de ces royaumes-là, mais il représente ces royaumes sur la terre. Oui. Étant ambassadeur, comme Paul le dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il est en train de verset 20, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas?
Et vous allez voir que c'est ça, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Vous allez voir que Paul est en train de dire ceci. Il dit, nous faisons la fonction des ambassadeurs de Christ sur la terre. Un ambassadeur, s'il est dans un royaume ou dans un pays quelconque, ne pourra-t-il jamais, n'est-ce pas, amener son expertise, n'est-ce pas, son conseil, son savoir-faire, pour que les pays dans lesquels il est appelé à exercer sa fonction, puissent vraiment vivre la paix ou vivre un développement rapide. Ne pourra-t-il pas être appelé, bien sûr, à émettre son avis? Parce qu'il est ambassadeur, il est représentant de notre royaume. On voit l'ambassadeur des États-Unis aller voir les autorités, peut-être pour assister dans ceci ou dans cela. Voilà. Apporter leur expertise, donc. Et ils sont écoutés. Et quand on les écoute, ça avance, n'est-ce pas? Ouais. Alors, étant ambassadeur de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre, nous devons travailler pour le bien de la terre. Nous devons travailler pour le bien de ceux qui habitent la terre. Donc, si je comprends bien, ça vous interrompt pas. L'homme de Dieu, les pasteurs ou les chrétiens, s'il faisait la politique, va apporter un plus. Bien sûr. Considérable. Bien sûr. Parce qu'on estime qu'il a déjà certaines. Il a déjà, bien sûr, la politique, la vraie politique avec la parole de Dieu. Bien sûr, vous savez, quand vous parlez de la politique, dans la politique là, il y a aussi la gestion, il y a aussi la lutte contre la corruption et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est contraire à la Bible? C'est contre la Bible. Non, la Bible prône aussi cela. La Bible parle de cela. Alors, l'homme de Dieu ne peut jamais être écarté de la politique qui est pour moi et pour les gens qui ont bien compris la chose, les affaires du pays, les affaires des citoyens plutôt. Okay. Alors l'homme de Dieu est appelé bien sûr à apporter bien sûr son savoir-faire selon la parole de Dieu. Ce que nous refusons, c'est faire la politique à l'africaine, qui est la politique de mensonges, la politique des insultes, la politique de haine, la politique des divisions, des tribalismes, de racisme, la politique que je ne sais pas, c'est que vous savez là, ça c'est la politique de Satan. Diviser pour régner, c'est ce que nous vivons surtout dans des pays africains. Vous allez voir un dirigeant qui divise les gens pour qu'il puisse établir son règne. Vous voyez, et les politiciens qui amènent cela, et qui parle de tribalisme, de racisme, de divisions ethniques et toutes ces choses-là. Mais l'homme de Dieu doit se séparer de ces choses, il doit amener l'unité, il doit parler de la paix, il doit parler de l'amour, il doit parler de la protection de l'homme, ainsi de suite. Alors pour moi, l'homme de Dieu ne peut en aucun cas être écarté de la politique ou des affaires des citoyens. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. C'est moi qui vous remercie. On nous fait signe que nous tendons déjà vers la fin, nous voulons chuter. Ouais. Merci beaucoup parce que ça a éclairé les compatriotes. Chers compatriotes, peuple congolais, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, il y a un numéro, des numéros qui seront affichés là-bas. Vous pouvez envoyer des SMS pour poser des questions et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Peut-être pour chuter, parce que j'avais une question là. Il y a des gens qui se posent, qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent adhérer à ces mouvements. Vraiment, merci mon frère. Le mouvement est pour les Congolais. Okay. Les Congolais. Alors, c'est ça la première condition, il faut être Congolais d'origine. N'est-ce pas? Congolais. Seulement Congolais d'origine. Congolais d'origine. Ou peut-être ayant obtenu la nationalité congolaise. Okay. Vous voyez, Congolais d'origine ou ayant obtenu la nationalité congolaise. Voilà la première condition. Et la deuxième condition, il faut accepter, n'est-ce pas, d'accompagner la vision même que s'est assigné ces mouvements. Et dans cette vision, il y a des objectifs, il y a des conditions à remplir. Et pour les connaître, parce que notre temps est déjà bien chronométré,
nous vous demanderons de laisser, par exemple, vos commentaires, vous abonner à notre chaîne, et puis vous laissez vos commentaires et vous mettez votre numéro. Vous allez aussi sur notre page Facebook, et là, vous pouvez avoir peut-être accès à toutes ces conditions-là, et peut-être à avoir aussi la connaissance sur ce qui fait notre vision. Et là, nous vous aurons peut-être à répondre à toutes vos difficultés, vos questions, et n'importe qui, mais qu'il soit congolais d'origine ou ayant obtenu la nationalité congolaise, peut faire partie de ces grands mouvements Vent nouveau en RDC. Merci beaucoup, apôtre. Merci aussi. Pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Comme on vous a dit au début, c'est un mouvement nommé Vent nouveau en RDC. Une autre manière de concevoir les choses, une autre manière de appréhender les choses, une autre manière de nous investir dans le développement de notre pays, la prise de conscience de tout le peuple congolais, parce que les Congolais, vraiment, c'est la distraction. Et un apôtre, on aura des émissions prochainement. Il suffit que vous mettez la télé, vous allez voir tout ce qui se passe à longueur de la journée. Vraiment. Pure distraction. Alors que les autres pays qui nous entourent sont en train de se développer, la jeunesse congolaise, c'est la distraction. Alors, il y a un vent nouveau qui vient. Nous vous prions vraiment d'aimer nos émissions. Et aujourd'hui, on a passé un peu une bonne partie de notre temps à parler de Vent nouveau parce que c'est la première émission. Mais les autres émissions qui vont venir, les autres bulletins qui viendront, nous allons commencer à traiter vraiment les questions d'actualité et nos invités, ils auront aussi à donner cette notre façon de voir les choses et de concevoir les choses. En tout et pour tout, nous vous disons merci pour votre temps précieux que vous avez disposé à nous suivre. Rendez-vous à notre prochaine émission. Merci beaucoup, apôtre. On ne peut pas se serrer les mains. Bon, on peut même tous les personnes obéir à ces instructions.